Question 9 de Project Camelot. Si vous possédez des renseignements concernant les différents objectifs des principales races d'êtres qui surveillent la situation ici sur Terre, qui y contribuent, agissent dessus, en profitent ou la manipulent, merci de nous en faire part au mieux de vos capacités. Réponse 9 de James. Comme vous l'avez peut-être supposé au cours de ma réponse précédente, le nombre d'êtres existants est infini, et malgré tout, si vous avez lu attentivement, j'ai affirmé que les humains étaient les seuls êtres tridimensionnels visibles de l'univers. Les êtres non humains peuvent agir dans le monde visible tridimensionnel, mais leur corps n'est en général pas très adapté à notre densité, et ils périssent s'ils ne retournent pas dans leur dimension d'origine. Les intentions de ceux qui sont les gardiens de prison se concentrent sur un objectif, dissimuler à la vue les murs de la prison en focalisant l'attention du système mental humain sur les lieux de distraction qui stimulent les sens. Ceux qui sont vulnérables à cette déviation mènent leur vie sans se rendre compte le moins du monde qu'ils passent leur temps à se heurter aux murs de leur prison. Ceux dont la résonance est différente, dont le navigateur de complétude a été mis en éveil et qui sont guidés par lui, ceux-là vont tous améliorer leur perception des murs de la prison. Ils perçoivent les murs dans tous leurs instants de veille. Cependant ils n'ont pas peur des murs, ils ne craignent pas les gardiens, ni ceux que les gardiens servent. Leur processus de prise de conscience perçoit les murs de la prison à chaque respiration, et ils peuvent donc les démanteler brique par brique. Les êtres de la prison sont à la fois humains et interdimensionnels, la prison appartient à la fois au monde physique et interdimensionnel. Il les englobe tous les deux. Les choses ne se passent pas comme si les humains étaient dans la prison puis, à leur décès, pouvaient se libérer et parvenir directement à un stade d'illumination en bénéficiant des fruits du ciel. Non, la conscience que vous exprimez dans ce monde vous accompagnera dans la prochaine dimension. Un humain est également capable de quitter la prison comme entité du domaine interdimensionnel. Rappelez-vous, égalité et unité ne sont pas un état de l'environnement ou du domaine vibratoire. Question 10 de Project Camelot. Partiellement en relation avec la question 9, nous avons des preuves d'un conflit faisant rage actuellement entre deux factions des Anunnaki, de même qu'entre les Nordiques et les Gris-reptiliens, ce qui inclut les Illuminati et divers gouvernements qui peuvent se trouver alignés par traité sur l'un ou l'autre camp, et la souveraineté de la Terre. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Réponse 10 de James. L'alignement n'existe qu'avec Lilith cachée. Lilith cachée, ce sont les incunables, incunabula. Lilith fonctionne selon l'alignement général suivant, les incunables le système bancaire, les Illuminati les sociétés secrètes, les leaders du gouvernement mondial. Les incunables contrôlent le système bancaire, et ceux qui tirent les ficelles sont soigneusement cachés. Depuis toujours le système bancaire est la force qui permet de contrôler, de limiter, de neutraliser les organisations et leurs objectifs ou de les autoriser à aller de l'avant. C'est le pouvoir alpha du système collectif, aussi était-il important, sinon nécessaire, que les incunables demeurent cachés. Les incunables étaient originellement destinés à préparer le domaine humain en vue de l'avènement d'Anu, le roi Anunnaki qui conçut et co-créa originellement l'espèce humaine. Une partie du mythe entourant le retour du Christ était liée à cet objectif comme l'ont chuchoté dans la doctrine religieuse ceux qui connaissaient la nature exacte du retour. Anu ne viendra cependant pas, car les règles du jeu ont été modifiées au niveau dimensionnel. Le plan originel était qu'Anu viendrait sur notre monde quelques années avant 2012, ce qui lui aurait accordé le temps nécessaire à préparer son personnel. Les incunables pour la fin des temps, ou pour 2012, comme y ont fait allusion les médias populaires.
La fin des temps était censée constituer la fin de l'existence programmée des humains, la mort du système mental humain moins la destruction des murs de la prison qui avaient trompé l'humanité et empêché les humains de prendre conscience de leur vraie nature, en tant que souverains intégraux. La fin des temps ressemblera beaucoup à un vent violent balayant une mer calme et seuls les marins qui seront prêts et auront déployé leurs voiles remarqueront ces effets. Les autres seront si égarés, si affolés, qu'ils ne remarqueront même pas le vent ou, dans le cas contraire, il ne leur viendra pas à l'esprit que ce vent porte vers une nouvelle direction, un nouveau rivage, une nouvelle manière d'exprimer la vie. Lilith, accordant toute son attention au réseau argent-pouvoir, voit en la fin des temps la fin de sa puissance. Dans cet esprit, ils se disputent les postes, cherchent à se faire de nouvelles relations qui leur permettront de conserver leurs prérogatives intactes, ou du moins si le réseau argent-pouvoir se consolide, ils veulent figurer parmi les survivants. Ainsi donc, il y a chez Lilith beaucoup de luttes intestines et de flatteries. La fin des temps fait l'objet de nombreuses interprétations et, comme je l'ai signalé dans mes précédents commentaires, ceux qui se seront préparés se trouveront dans une toute autre situation que ceux qui sont imbibés du système mental humain, qui s'y sentent totalement à l'aise et s'identifient à la prison qu'ils représentent. Pour eux, la fin des temps leur paraîtra être un programme infecté par un virus ou un bug. L'univers semblera avoir bogué, et ils se sentiront aspirés dans la pagaille. Ce sera très effrayant pour certains. Les Illiths, y compris leurs alliés interdimensionnels, se rendent compte que le résultat final du programme humain est un point d'interrogation. Ils ne le comprennent pas. L'effet de ce programme sur le réseau argent-pouvoir, la ligne de vie qui perpétue leur contrôle, est incertain, mais elles savent que les bouleversements sont à leur porte, et que ces bouleversements seront d'une magnitude historique hors norme. Question 11 de Project Camelot. Merci de traiter le rôle du channeling, la réception de messages médiumiques et NDT par rapport aux informations reçues par les remote viewers, sorte d'espions psychiques, visualisant à distance NDT, et le rôle des prophéties dans notre progression vers l'avenir. Merci également d'évoquer le rôle des prophéties mayas, Hopi, ou en provenance d'autres nations aborigènes, ainsi que leur degré de précision ou de pertinence dans la révélation de l'avenir ou la révélation d'informations le concernant. Réponse 11 de James. Le channeling est un composant secondaire du complexe Dieu-Esprit-Âme, CDEA, et donc du système mental humain. Les origines du channeling remontent aux tentatives d'Anu d'automatiser sa persona dans le domaine humain parce qu'il se rendait compte que l'accès entre les dimensions et l'environnement manifesté de l'humanité se refermerait. Le CDA représentait son système automatisé, qui incarnait sa présence dans le monde de l'homme. Le channeling était au départ l'équivalent de la possession démoniaque, où des entités interdimensionnelles s'infiltraient temporairement dans l'instrument humain et lisaient un script préparé à l'intention des humains, habituellement des exécutants du CDEA qui venaient avec l'intention d'apporter à l'humanité l'espoir, l'amour, la vérité, la sagesse et un endoctrinement cosmologique, par l'intermédiaire du système spirituel et, dans une moindre mesure, du système religieux de la famille humaine. Plus récemment, le channeling s'est davantage automatisé, utilisant des scripts pré-programmés, des tonalités vocales, des gestes et des accents implantés dans le SMH du médium, et qui sont quasi littéralement émis afin d'être ultérieurement publiés et diffusés parmi ceux qui entrent en résonance avec le CDEA et y recherchent l'illumination. Les matériaux ainsi obtenus, par leur graphisme élaboré, étaient des prodiges cosmologiques qui engendraient respect, admiration et foi quasi immédiate chez leurs lecteurs.
Des ouvrages tels que le livre d'Urantia ou Conversation avec Dieu, Seth, Lagartha, Alice Bailey, et d'innombrables autres ont tous été des textes préparés pour l'humanité, écrits par des entités dimensionnelles sous la direction du CDEA et distribués pour consommation par les humains afin de s'assurer qu'ils sont rassasiés de division et de séparation sous couvert de vérité spirituelle et cosmologique. Si vous examinez attentivement le channeling, vous constaterez qu'il ne mentionne pas le souverain intégral, ce silence qui est vous. Il traite des cieux, de Dieu, d'êtres angéliques, d'intelligence extraterrestre, de l'attitude altruiste des êtres ascensionnés, du processus d'élévation de l'âme, de la moralité, de la vie pratique, de l'alignement de Dieu, de la vie après la mort, et de l'organisation complexe de l'univers, à but pédagogique. Tout ceci est conçu pour promouvoir la séparation et convaincre le chercheur que la vérité se situe sur le plan matériel, qu'il n'est donc pas nécessaire de s'évader de la prison pour la trouver. Il lui suffit de lire ou d'être à l'écoute de son esprit. Le remote viewing, ou visualisation à distance, puise dans le champ unifié ou inconscient du système mental humain. Dans ce champ de conscience, les remote viewers peuvent accéder à l'empreinte astrale de la Terre ou de toute autre planète ou système dans lequel s'étend le SMH, en fait tout l'univers physique connu. L'empreinte astrale ressemble à un reflet sur un miroir imparfait. Elle manque de texture et de détails, mais on peut voir une image générale. Elle est sensible au temps, donc il arrive parfois, sans que le remote viewer le sache, que le sujet soit déplacé dans le temps, et le décalage peut porter sur des milliers d'années.